Détroit, la 4e ville des États-Unis dans les années 50. La ville qui avait connu la croissance la plus forte et la plus incroyable de tout le pays au début du XXe siècle. Jusqu'au jour où tout est tombé. Pour que la ville devienne la plus pauvre du pays, où la criminalité est la plus élevée. Une ville remplie de maisons abandonnées, pouvant presque faire penser à une ville fantôme. Mais que s'est-il passé ? Comment une ville si prospérante a-t-elle pu tomber si bas ? Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Détroit, ville qui est passée du rêve américain à un véritable cauchemar. La ville de Détroit fut fondée le 24 juillet 1701 par Antoine de la Motte Cadillac, un aventurier et explorateur français, à l'époque où de nombreux Français parcouraient le continent pour s'y installer. Pour ceux qui ne connaissent pas, Détroit se situe au sud-est du Michigan, à la frontière du Canada. Cadillac appelle alors le village Fort Pontchartrain du Détroit, car il se situait au bout d'un détroit. Le village servait à protéger le commerce de fourrure des Français contre la concurrence. En 1760, après la guerre de 7 ans qui opposait les Anglais aux Français, la ville est récupérée par les Anglais. Je vous invite à voir ma vidéo sur la naissance des États-Unis si vous voulez plus d'informations sur la guerre de 7 ans. La ville est par la suite devenue américaine en 1786, après la Révolution, bien qu'il ait fallu attendre 1796 pour que les États-Unis la récupèrent réellement, puisque les habitants britanniques refusaient de se rendre. Pendant quelques années encore, Détroit est resté village central dans le commerce de la fourrure. Après un terrible incendie en 1805, Détroit perd tout. C'est pourquoi 20 ans plus tard, la ville décida de son slogan, que l'on pourrait traduire en français par « Nous espérons des temps meilleurs, elle renaîtra de ses cendres ». C'est une simple anecdote, mais ça reste intéressant pour la suite. Les gouverneurs décident alors de reconstruire complètement la ville en se basant sur des plans de la nouvelle capitale, Washington DC. La ville grandit ainsi, se remplit et de nombreux établissements publics sont construits au cours du 19e siècle. La présence de minerais de fer dans le nord du Michigan et la proximité avec les Grands Lacs a permis à Détroit de devenir leader dans les industries lourdes, construisant ainsi de nombreux bateaux et surtout des trains. C'est grâce à ça qu'elle a su devenir une des principales villes industrielles américaines. Seulement à la fin du 19e siècle, Détroit s'apprêtait à devenir une des villes les plus actives des États-Unis, et ce grâce à un secteur en particulier, l'automobile. Ça peut sembler étrange qu'une ville devienne berceau d'une telle industrie à elle seule. Et pourtant, pendant le XXe siècle, presque toutes les voitures américaines allaient être fabriquées à Détroit. On pourrait penser que cela était dû à ses avantages géographiques, et c'était en partie le cas. On y produisait du fer et elle était située de manière à ce que les voitures puissent être exportées dans les autres villes comme Chicago ou New York. Mais beaucoup d'autres grandes villes pouvaient en dire autant. Si l'automobile est devenue si importante à Détroit, c'est en réalité plus par une série de hasards. En 1901, Ransom Olds ouvrait sa première usine automobile à Détroit pour sa marque de voitures, plus connue aujourd'hui sous le nom de Oldsmobile. Il produisait la première voiture américaine de série à être produite en masse. C'est donc lui qui a inventé la ligne d'assemblage pour les automobiles. En tout, 19 000 unités ont été produites. Mais il n'était pas seul. Au même moment, dans un village peu lointain, vivait un certain Henry Ford, qui lui aussi voyait le potentiel de l'automobile. En 1898, il lance Detroit Automobile Company, sa première entreprise dans le domaine. Malgré un échec, il lancera quelques années plus tard la Henry Ford Company, qu'il quittera un an après. L'entreprise est néanmoins conservée pour devenir Cadillac Motor Company, et vous aurez compris la référence au fondateur de la ville. En 1903, il lance à nouveau la Ford Motor Company, et c'est l'entreprise qui existe encore aujourd'hui. Parmi les investisseurs, il y avait deux frères, John et Horace Dodge, qui eux aussi décideront plus tard de créer leur propre entreprise, Dodge Brothers Company.
Mais ces acteurs ne sont pas les seuls responsables de la montée de l'automobile à Détroit. En 1908, William Durant et Charles Stewart Mott fondent General Motors, non loin de la ville. L'entreprise rachète alors les marques Oldsmobile, la marque de Ransom Olds, je le rappelle, Cadillac, et d'autres comme Oakland, qui deviendra plus tard Pontiac, Buick et d'autres marques. Mais lorsque Durant fut renvoyé du groupe par les actionnaires en 1911, il fonda la marque Chevrolet, avec le Suisse Louis Chevrolet, pour que la marque fasse finalement partie de General Motors en 1918. Le groupe déménagea à l'intérieur de la ville de Détroit dans les années 20. En 1904, Jonathan Maxwell, un ancien employé de Oldsmobile, crée aussi sa propre marque de voiture dans l'État de New York. Lorsque Détroit devint capitale de l'automobile grâce aux acteurs cités précédemment, leurs bureaux furent transférés dans le Michigan. En 1920, l'entreprise est reprise par Walter Chrysler, un passionné de l'automobile qui avait travaillé pour plusieurs autres marques, avant qu'il ne la fasse devenir la Chrysler Corporation en 1925. Il racheta Dodge en 1928. La stratégie de Chrysler était très proche de celle de General Motors, consistant à posséder plusieurs marques pour avoir une plus grande part du marché. Ainsi, Ford, General Motors et Chrysler s'apprêtaient à être les plus importants constructeurs automobiles au monde. En 1908, Ford crée la Ford T, probablement la plus célèbre des Ford. Et ce, grâce à un élément clé, la chaîne de fabrication, mis en place quelques années après pour répondre à la forte demande. Je vous l'ai déjà dit, Olds avait déjà inventé la chaîne de production auparavant, mais Ford pousse le concept bien plus loin, notamment grâce au système de tapis roulant. Les ouvriers n'avaient plus qu'à faire un simple geste répétitif. Le résultat est que, en plus de produire énormément de véhicules, Ford n'était pas obligé d'embaucher des ouvriers qualifiés, n'importe qui pouvait le faire. Alors qu'une voiture était produite en 13 heures avec la méthode traditionnelle, il ne fallait maintenant plus que 93 minutes. Aux années les plus productives, on pouvait produire jusqu'à 10 000 voitures par jour. Mais pour assurer une telle production, il fallait trouver énormément de main-d'œuvre, ce qui n'était pas toujours facile vu les conditions de travail qui, il faut l'admettre, n'étaient pas toujours optimales. Il décida alors en 1914 de doubler le salaire de ses employés pour arriver ainsi à 5 $ par jour, ce qui équivaut à environ 130 $ de nos jours. Il introduit aussi en 1926 la semaine de 40 heures. La concurrence a donc dû faire de même pour ne pas perdre leurs employés. Et cela a complètement bouleversé le destin de Détroit, mais aussi le destin de toute l'industrie américaine. Évidemment, ces méthodes de production ont su générer énormément d'argent qui allait être investi dans la recherche, faisant de Détroit leader de la production et innovation automobile. C'est ainsi tout cela qui a fait de Détroit une des premières destinations pour les immigrés. Seulement, dans les années 20, après un passage de loi restreignant l'immigration, les usines durent embaucher plus américains et durent aussi ouvrir leurs portes aux Afro-Américains. Au même moment, dans le sud des États-Unis, les opportunités professionnelles étaient en baisse. Étant donné que le pays devenait de plus en plus industriel, l'agriculture perdait son intérêt. Ajoutons également la ségrégation raciale, alors très présente dans le sud, empêchant à beaucoup d'Afro-Américains d'accéder à un travail. Alors qu'à Détroit, il y avait des centaines d'emplois ne nécessitant aucune compétence particulière, et qui, en plus de ça, étaient plutôt bien payés. Les usines automobiles ont donc attiré des centaines de milliers de personnes vers la ville. Entre 1900 et 1930, la population est passée de 265 000 habitants à 1,5 million. Et à Détroit, tout allait pour le mieux. Les grands buildings ne cessaient de pousser, la plupart des employés étaient plutôt bien payés, ou du moins mieux qu'ailleurs, et la société de consommation pouvait difficilement mieux se porter. Et c'est comme cela qu'elle a su devenir un symbole du rêve américain. Ainsi, Détroit est devenu berceau de l'automobile et symbole de l'économie prospérante des États-Unis. Et il n'y a pas de raison particulière à cela, si ce n'est le hasard. Ford et Olds vivaient à côté et ils ont chacun rencontré d'autres ingénieurs qui se sont eux aussi intéressés à l'automobile et qui ont fini par créer leur propre marque. Aujourd'hui, on pourrait largement comparer cette industrie à la technologie dans la Silicon Valley, en Californie.
Si elle est si influente, c'est pas juste pour ses conditions climatiques, c'est parce que tout est parti de là et qu'elle a fini par devenir un symbole. Détroit, c'est exactement la même chose. Lorsque l'Amérique entre en guerre en 1942, le destin de Détroit change à nouveau. En effet, la production automobile pour les particuliers est interrompue. À la place, on utilise les usines pour fabriquer des tanks, des jeeps, produites par les marques Ford et Willis, ou des avions, notamment le B-24, produit également dans les usines Ford. Chrysler faisait des chars, et General Motors fabriquait des camions. Aux côtés de New York et de Chicago, Détroit faisait partie de l'arsenal de la démocratie dont parlait Roosevelt. Encore une fois, tout cela demandait énormément de main-d'œuvre et a su attirer beaucoup de monde. Au sortir de la guerre, Détroit représentait 1/6 de l'emploi dans tout le pays. La population atteint alors 1,85 million de personnes, faisant de la ville la 4e des États-Unis. La ville atteint alors son point culminant, puisque la période d'après-guerre peut probablement être considérée comme l'âge d'or de l'automobile américaine. Les marques n'ayant rien produit pendant des années, elles ont su partir du bon pied et proposer quelque chose de nouveau, en profitant des nouvelles innovations technologiques. Les Big Three, c'est-à-dire Chrysler, Ford et General Motors, fournissaient 95% des Américains dans les années 50. Here's looking at the new Motoramic Chevrolet. More than a new car, a new concept of low-cost motoring. Here's looking at new power with the new Chevrolet TurboFire V8 engine and 2 new Blue Flame 6s. L'économie se porte si bien que l'agglomération de Détroit vit, elle aussi, un âge d'or. Beaucoup vivent dans le luxe, et beaucoup d'employés automobiles voient de belles augmentations, en profitant ainsi pour s'installer en banlieue, dans de belles et grandes maisons. Seulement, tout le monde n'a pas cette chance. La population noire, elle, n'avait pas accès aux prêts avantageux des banques, et rencontrait bien plus de difficultés pour se loger en banlieue, puisque les blancs ne voulaient pas voir de noirs dans leur quartier, poussant ainsi des agents immobiliers à les refuser. Et cela n'était pas un problème nouveau. Dans les années 50, la population noire de Détroit est très active dans les mouvements des droits civiques et manifestait pour leurs droits, en demandant plus de représentation dans la police par exemple, et plus d'égalité du point de vue de la justice, du logement ou de l'emploi. En 1943 déjà, une émeute ethnique avait éclaté à Détroit. Les raisons étaient déjà les mêmes que celles citées précédemment. Discrimination pour le logement, racisme avec la montée du Ku Klux Klan, violence policière et tensions dans les usines. En effet, dans l'usine de la marque de luxe Packard par exemple, pour l'effort de guerre, 3 noirs durent travailler à côté des blancs sur les chaînes d'assemblage. En réponse à cela, 25 000 blancs ont organisé une grève. Quelques jours plus tard donc, le 20 juin, une émeute éclate entre les noirs et les blancs. 34 personnes en meurent, 1800 sont arrêtés et 6000 militaires ont dû intervenir. On estime le coût des dégâts à 2 millions de dollars. In 100 places, Detroit is afire. 100 square blocks are now under siege. And as you walk through the area, people shout from their homes, "Watch out for the snipers." Entre le 23 et 28 juillet 1967 a lieu la 12th Street Riot, une des émeutes les plus graves de toute l'histoire américaine. Elle fait en réalité partie des 159 émeutes ethniques qui ont eu lieu aux États-Unis cet été-là, mais de toutes, elle était vraiment la plus désastreuse. Environ 7000 soldats de la garde nationale et de l'armée ont dû intervenir. 43 personnes sont mortes, dont 33 noirs. Plus de 1000 personnes sont blessées, comprenant des civils, policiers, pompiers et militaires. Plus de 7200 personnes sont arrêtées et environ 2000 bâtiments sont détruits. La ville était littéralement en flammes. Même la célèbre maison de production de musique Motown, symbole de Détroit pour ses musiques pop d'artistes afro-américains,
a décidé de déménager ses locaux à Los Angeles à cause des émeutes. En 1968, après l'assassinat de Martin Luther King, d'autres émeutes et violences recommencèrent, bien que moins importantes évidemment. Cela a mené, dans les années 70, à la fuite de nombreux blancs vers les banlieues. Mais pas que. Beaucoup de noirs de classe moyenne ont eux aussi décidé de fuir la ville afin d'y trouver des meilleures écoles, moins de criminalité et de meilleures conditions de vie tout simplement. Ainsi, seuls les pauvres restaient à Détroit, concentrés dans les mêmes quartiers, puisqu'ils n'avaient pas les moyens de déménager. Au même moment, les marques automobiles construisent elles aussi de nombreuses usines en banlieue pour avoir plus d'espace, et vont aussi parfois délocaliser pour produire dans des états où la main-d'œuvre est moins syndiquée, ou alors au Canada ou au Mexique. En effet, une grève dans une usine pourrait avoir des conséquences désastreuses sur la production. Dès les années 60, de nombreuses usines automobiles furent abandonnées. Et quand une usine fermait, tous les magasins autour fermaient à leur tour, puisque plus personne ne fréquentait la zone. Et d'ailleurs, concernant l'industrie automobile en elle-même, elle se portait bien uniquement si on s'appelait Ford, Chrysler ou General Motors. En effet, beaucoup de marques n'ont pas su se renouveler après la guerre, perdant ainsi de nombreuses ventes, jusqu'à complètement disparaître. Des marques de luxe comme Packard ou Hudson, tout comme des centaines d'autres constructeurs, ont dû cesser leur activité. Le marché était maintenant dominé par 3 marques à elles seules, les Big Three. L'usine Packard, abandonnée depuis 1958, est un symbole du lent déclin de Détroit. Dans les années 70, la crise du pétrole affecte particulièrement les grandes marques américaines, dont, généralement, les véhicules consomment beaucoup. Cela mène à l'importation de nombreuses voitures étrangères, plus économiques, comme des Volkswagen, mais aussi beaucoup d'asiatiques comme Toyota ou Nissan. Et c'était la première fois. Jusqu'à maintenant, la majorité des Américains roulaient dans des voitures américaines. Count the foreign cars in this picture. Go ahead. We'll wait. Now add 20 years. Things have changed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À la fin des années 70, Chrysler était proche de la faillite, mais elle a été sauvée par les aides du gouvernement. On ajoutera aussi l'innovation avec de nombreuses machines facilitant et automatisant la fabrication automobile, mais étant évidemment responsable de la perte de nombreux emplois dans le secteur. Le problème de Détroit, c'est qu'elle reposait sur une seule industrie. Bien que beaucoup de villes aient aussi connu des déclins à cette époque, elles ont pu se rattraper avec d'autres industries. À Détroit, l'industrie automobile allait si bien qu'on la croyait invincible. Mais lorsqu'elle ne fonctionne plus, alors Détroit n'a plus rien. Dans l'espoir de relancer l'économie en attirant des entreprises à Détroit, Henry Ford II construit avec des investisseurs le Renaissance Center, achevé en 1977. Il s'agit d'une vraie ville dans la ville, composée de gratte-ciel allant jusqu'à 221 mètres, avec un hôtel de luxe, des magasins, restaurants et des bureaux. Seulement, cela n'a pas marché comme prévu. Les entreprises que cela a attirées venaient déjà de Détroit, laissant ainsi le centre-ville à l'abandon. Le centre fut racheté en 1996 par General Motors pour y installer son siège. À partir des années 70, avec toutes ces fermetures d'usines, Détroit a perdu des centaines de milliers d'emplois, laissant tous les gens dans la rue, sans travail ni salaire. What happened? Times, man, everybody moved out. Everybody moved out. Dans ces cas extrêmes, il y avait souvent peu d'issues pour survivre. C'est ce qui causa une grande augmentation de la criminalité. Détroit était 3 fois plus violente que New York ou Chicago. De nombreux gangs gagnèrent de plus en plus de pouvoir et finirent par dominer le marché de la drogue. En 1980, selon la DEA, le marché de la drogue à Détroit dépassait les revenus de Chrysler. Young Boys Incorporated, par exemple, était un des gangs majeurs de Détroit, dont les stratégies étaient si innovantes qu'ils ont eu une influence sur le pays entier. Ils avaient des nouvelles méthodes de production et de distribution. C'était pas un simple gang, mais un réel empire.
Par année, ils approchaient le demi-milliard de dollars. Ils étaient extrêmement violents et le jeune âge des dealers leur permettait d'avoir des peines assez légères s'ils se faisaient attraper par la police. Puis ça a fait exactement comme l'automobile. En partant d'un gros gang, certains sont partis pour créer le leur. Et ils ont imité les méthodes qui fonctionnaient. Et c'est comme ça que Détroit est devenue une ville leader de la drogue. Sauf que qui dit gang et drogue dit violence, et Détroit en est, encore une fois, le parfait exemple. Elle était définitivement plus surnommée la Motor City, ville du moteur, mais la capitale du meurtre. En 2012, Détroit était dite la ville la plus dangereuse des États-Unis, et elle l'est restée pendant plusieurs années consécutives. Du point de vue économique, les choses pouvaient, encore une fois, difficilement être pires. En décembre 2008, le président George Bush donna 17 milliards de dollars à Chrysler et à General Motors pour les aider. Malgré tout, en 2009, les deux compagnies sont en faillite. Le gouvernement de Barack Obama a essayé de les aider et de relancer l'emploi. Malheureusement, cela faisait bien longtemps qu'elle n'était plus leader de l'automobile. Chrysler a en fait réussi à survivre en se faisant racheter par Fiat. General Motors survit également, mais est bien moins puissante qu'elle n'a pu l'être. En 2010, la population de la ville n'est plus que de 715 000, soit plus d'1 million de personnes en moins depuis 1950. En plus, avec un tel déclin de population, la ville reçoit évidemment beaucoup moins d'impôts qu'auparavant. Ainsi, elle a de moins en moins d'argent à mettre dans les services publics. Les services de police par exemple, ou l'éclairage public, ou encore l'éducation, manquent cruellement de moyens. Les dettes sont tellement énormes que la ville ne peut plus se permettre de faire de cadeaux. La compagnie des eaux, par exemple, endettée de milliards de dollars, doit fréquemment couper l'eau de ceux qui ne peuvent pas la payer. Beaucoup doivent ainsi vivre sans eau, ne pouvant ni boire, ni se laver, ni même avoir un minimum d'hygiène. Depuis plusieurs années, il est estimé que 40% des habitants de Détroit vivent sous le seuil de pauvreté. Cela fait d'elle la ville la plus pauvre des États-Unis. En 2013, la ville est officiellement en faillite. La faillite la plus grave de l'histoire des États-Unis avec environ 20 milliards de dollars de dettes. Elle en sortit en 2014 mais n'est pas sortie d'affaires pour autant. Mais le plus incroyable dans Détroit, c'est tout simplement quand on s'y balade. Aujourd'hui encore, la ville est souvent considérée comme une ville fantôme. Depuis 2005, près de 140 000 propriétés ont été saisies à cause de problèmes de paiement. Certaines ont été rachetées par les investisseurs et d'autres ont été laissés à l'abandon. Ajoutons à cela les milliers de personnes qui ont fui la ville. En 2015, la Black Task Force recense 85 000 structures en ruine, dont 73 000 maisons et 5 500 bâtiments non résidentiels. En 2012, le prix moyen des maisons de Détroit était de 7 500 $. En 2013, certaines étaient vendues à 500 $. Pour d'autres, dans des états encore bien plus déplorables, le prix de vente pouvait être de 1 $. Mais il y a énormément d'exemples de bâtiments mythiques qui ont fini en ruine. Le East Town Theatre, par exemple, abandonné depuis les années 70. Il fut détruit en 2015. L'usine Packard, qui jusqu'à 2016 n'était que 325 000 m² de ruines, est un des spectacles les plus impressionnants de la ville. Mais c'est aussi le cas de centaines d'écoles, des églises, des hôpitaux, des prisons, des usines et des milliers d'autres endroits où des gens ont vécu, ont ri, joué, pleuré, bref, des lieux qui ont probablement des millions d'histoires à raconter et qui aujourd'hui ne sont plus rien. Mais le plus grand symbole de la ville en déclin reste la gare centrale. Immense et magnifique gare construite en 1912 qui fut abandonnée en 1988. Bien qu'elle appartienne encore aujourd'hui à un milliardaire, elle n'est pas, ou du moins très peu entretenue. Cependant, il reste de l'espoir, et Détroit a beaucoup bougé ces dernières années. Elle a commencé à se renouveler grâce aux investissements de milliardaires, comme par exemple Dan Gilbert, qui a installé les bureaux de son entreprise de prêt en 2010. Il a depuis racheté une centaine de bâtiments au centre-ville
dont des buildings historiques pour ses entreprises. Mais ce n'est pas tout. Son entreprise immobilière Bedrock a racheté de nombreux terrains afin d'en construire des maisons ou appartements, soit en détruisant celles en ruine, soit en les rénovant. Plus concrètement, plus de 2 milliards de dollars ont été investis dans le centre-ville. Son prochain projet, c'est de rénover ce qui a été le plus grand magasin de Détroit, en un gratte-ciel de plus de 220 mètres de haut, le plus haut de la ville, avec 90 000 m² de logements, magasins et bureaux. Gilbert, qui a bâti un empire dans la ville, assure ne pas forcément vouloir gagner de l'argent, mais juste construire quelque chose. Même la gare, bien que toujours abandonnée, a retrouvé des fenêtres et un toit grâce à son propriétaire. Le bâtiment sur lequel il était écrit Zombieland n'est plus. En fait, depuis 2014, la ville a détruit plus de 10 000 maisons et 10 000 structures abandonnées devraient disparaître ces 2 prochaines années. 5 000 devraient être rénovées. Sachant que là, on parle seulement des travaux faits par la mairie. En réalité, des milliers d'autres ont été détruites par des banques ou des particuliers. Il y a aussi des associations comme les Blight Busters qui s'engagent depuis 1988 à revitaliser la ville. Environ 10 000 bénévoles s'engagent tous les ans dans le projet. L'immobilier est donc en hausse et beaucoup de particuliers qui avaient acheté des maisons abandonnées il y a quelques années ont eux aussi fait des miracles, les ayant complètement rénovées pour les revendre aujourd'hui à des tarifs bien plus chers. Pour l'instant, le projet le plus important reste la restauration de l'usine Packard, achetée aux enchères en 2013 pour 405 000 $ par un investisseur espagnol. Un grand ménage a lieu depuis 2016 et l'usine sera complètement transformée en un complexe de shopping, hôtel, spa, restaurant, galerie d'art, salle de concert et complexe récréationnel. Le projet est estimé à 12 millions de $. La criminalité baisse également et la ville, ou du moins le centre-ville, recommence à devenir attirant avec de nombreux divertissements, magasins ou restaurants et un sentiment d'insécurité bien plus faible. La ville attire donc depuis quelques années de nombreux artistes, mais aussi énormément de start-up, qui ont parfois déménagé de grandes villes comme San Francisco. La raison est simple, l'espoir. Beaucoup d'entrepreneurs considèrent que Détroit va connaître un énorme boom et sera parmi les leaders de l'innovation technologique dans une dizaine d'années. Il y a bien sûr l'argument que la vie soit bien moins chère qu'en Californie ou à New York, mais surtout le fait que la ville soit en complète reconstruction donne une dynamique presque introuvable ailleurs, avec des milliers de nouveaux talents pleins d'idées pour participer à la croissance de la ville, que certains appellent le nouvel Eldorado. Cette dynamique, qui rappelle celle qu'a connue la ville autrefois, est presque devenue un argument de vente, comme la marque Shinola qui mise sur le Made in Detroit. Les marques automobiles ont, elles aussi, voulu rappeler le passé glorieux de la ville, comme en témoigne le slogan que Chrysler a utilisé plusieurs fois depuis 2011, « Imported from Detroit ». This is the Motor City. And this is what we do. Détroit devient aussi peu à peu une ferme urbaine, ayant attiré de nombreuses initiatives consistant à planter des fruits, légumes ou encore des herbes médicinales afin de les vendre, voire de les redistribuer gratuitement à ceux qui n'ont pas les moyens de manger correctement. Selon l'association Keep Growing in Detroit, il y aurait 1400 fermes urbaines dans la ville. La ville est donc loin d'être ce qu'elle était il y a quelques années. Le New York Times a par exemple placé Détroit 9e ville de sa liste des 52 endroits où aller en 2017. Le magazine Lonely Planet l'a placé 2e meilleure ville à visiter dans le monde en 2018. Malgré tout, Détroit garde de nombreuses cicatrices de son douloureux déclin. Elle est aussi loin d'être totalement guérie. De nos jours, elle reste une ville assez dangereuse avec une moyenne de 20 crimes violents sur 1000 habitants, alors que la moyenne nationale est de 4. Par crime violent, on entend meurtre, viol, agression ou vol à main armée. Aujourd'hui encore, elle reste dans le top 5 des villes les plus dangereuses des États-Unis. La population, elle, continue de fuir, puisque le nombre d'habitants a baissé de presque 6% depuis 2010. Et bien que beaucoup moins de personnes vivent dans la pauvreté aujourd'hui, le chiffre ayant baissé de presque 5% depuis 2015, elle reste la grande ville la plus pauvre des États-Unis. Et malgré la renaissance du centre-ville, certains quartiers résidentiels restent à l'abandon, et des lieux mythiques continuent à tomber en ruine.
C'est le cas de l'hôpital psychiatrique de Northville par exemple, fermé en 2003. Il sera néanmoins détruit fin 2018. Ou le Film Exchange Building, qui servait autrefois à la distribution de films pour les cinémas de la zone. Le bâtiment de 30 mètres de haut avec son architecture art déco des années 30 tombe en ruine depuis les années 70, bien que ses propriétaires l'aient repeint en 2009. L'église catholique de Sainte-Agnès, abandonnée depuis 2006 à cause de manque de moyens. Le Vanity Ballroom était une populaire salle de danse à l'architecture art déco des années 30. Elle ferma en 1958 et continue de tomber en ruine. Les anciens bureaux de la marque automobile AMC qui avaient appartenu à Chrysler. Le bâtiment fut officiellement abandonné en 2009, après la faillite de Chrysler. Autour du centre-ville ou en banlieue, certains quartiers résidentiels sont presque déserts. Et bien sûr, la gare, qui même avec des fenêtres, continue de donner cet aspect incroyablement glauque de la ville, que je trouve, personnellement, fascinant. Alors, Détroit arrivera-t-elle à renaître de ses cendres ? La réponse dans quelques années.